Bonjour à tous et bienvenue. On va démarrer sur le webinaire sur Architecte digital, quelles compétences clés pour la transformation numérique. Donc, je suis Sarah Alcide et je vais animer le webinaire en compagnie de Pierre-Frédéric Rouberti, qui est consultant et également responsable de toute notre offre système d'information et digital à Centrale Supélec Exec. Yamina Khalifi n'a pas pu être aujourd'hui avec nous, mais c'est elle qui est chargée d'affaires et qui vous accompagne dans votre projet professionnel et qui sera en mesure de répondre à toutes vos questions plus pratiques sur notre formation. Avant de débuter le webinaire, quelques informations pratiques. Tout d'abord, pensez à allumer le haut-parleur qui est dans votre barre de navigation pour pouvoir bien vous entendre. Il y a également sous le bloc, vous ne voyez ce bloc vidéo, il y a le bloc de conversation dans lequel vous pourrez poser toutes vos questions au fur et à mesure du webinaire. Comme ça, on y répondra et ça sera un peu plus interactif. Dans les deux blocs en bas de votre écran, il y a des documents à télécharger, documents utiles, et puis des liens web intéressants aussi que vous pouvez consulter. Avant de laisser la parole à Pierre-Frédéric Rouberti, je voulais vous parler un petit peu de Centrale Supélec Exec. Centrale Supélec Exec, c'est la formation continue de Centrale Supélec. Pour concevoir nos formations, on s'appuie bien évidemment sur le savoir-faire des laboratoires de recherche de l'école, mais aussi sur leurs enseignements. Et grâce à ce triptyque recherche, enseignement et les relations qu'on a avec les entreprises, on conçoit des offres au croisement du management et de la technologie, toujours pour répondre aux besoins des entreprises. On applique une pédagogie, ce qu'on appelle une pédagogie innovante. Donc on essaye d'avoir des approches plus collaboratives et plus pédagogiques dans nos formations. Avec également des jeux de classe inversés ou des classes virtuelles. Et puis on appuie aussi nos formations sur un LMS. Autre point qui est important que vous sachiez, qui est un de nos atouts, on a un engagement fort sur la qualité de nos formations. Donc on est certifié ISO 9001 sur nos campus. Et puis on a un processus d'évaluation de nos formations en 3 temps, en amont, avant la formation pour recueillir vos besoins, pendant la formation également, et donc à chaud, et à froid, 3 à 6 mois après la formation, pour évaluer le retour, l'utilité de la formation dans votre quotidien. On a une offre de formation qui est large et pluridisciplinaire. Donc on a rangé nos 300 formations par grand domaine. On passe de la transformation, le leadership, mais on parle aussi du lean, de la supply chain, des achats. On a tout un cahier sur les SI dont Pierre-Frédéric Rouberti est responsable, et on va zoomer aujourd'hui, on va faire un focus sur l'architecture digitale. Et puis on a également de nombreuses compétences et de formations en électronique, en télécommunication, en automatique, mécanique, c'est dans lequel il y a information, énergie et systèmes. Ces 300 formations, on a des formats qui sont adaptés à vos besoins, à vos attentes. On a des formations courtes sur 2 ou 3 jours. On a également des formations certifiantes, 31 formations certifiantes. Donc ça, c'est des formations qui sont un petit peu plus longues, entre 15 et 20 jours. La formation dont on va vous parler aujourd'hui, c'est une formation de 20 jours. Et puis on a des formations diplômantes, qu'on appelle des masters spécialisés. Et toutes nos formations sont adaptables en sur-mesure et en intra dans vos entreprises. Voilà, je vais laisser la parole à Pierre-Frédéric pour aborder le sujet qui vous amène aujourd'hui, à savoir quelles compétences clés pour accompagner les entreprises dans la transformation numérique. Merci Sarah. Bonjour à tous.
Donc mon objectif, si vous voulez, dans cette présentation, c'est de présenter un point de vue qui est que le digital est en train de transformer le fonctionnement de nos entreprises et qu'il va falloir mettre à jour un certain nombre de compétences, notamment dans les directions informatiques, pour faire face à ce challenge que nous pose la transformation numérique des entreprises. Alors, mon point de départ ici, c'est de bien montrer qu'il y a quelque chose de profond qui est en train de se passer dans tous les secteurs d'activité, même pour les entreprises qui, a priori, ne sont pas des spécialistes des technologies de l'information, eh bien, elles vont devoir investir de l'énergie et monter en compétences parce que tout se digitalise, tout se numérise et le logiciel est partout. Hein, et donc, vous avez ici deux phrases célèbres d'auteurs célèbres qui expriment bien que l'entreprise doit recapitaliser sur une capacité à développer elle-même du logiciel pour intégrer du logiciel dans ses produits et services si elle veut rester compétitive par rapport à un certain nombre de start-up numériques qui sont en train d'émerger. Alors, quand on parle de transformation digitale, le point de départ, c'est quand même la technologie. Hein. Il n'y aurait pas de transformation digitale sans le numérique. Donc, ces nouvelles technologies qui existent depuis longtemps, mais qui accélèrent et sont de plus en plus puissantes aujourd'hui, c'est la base de la transformation digitale. Hein. Tout part de la généralisation d'Internet, de l'émergence du cloud computing, de la possibilité de faire de l'analyse avec le big data, la généralisation aujourd'hui d'objets connectés, on parle aussi de plus en plus de choses comme la blockchain, l'intelligence artificielle, des sujets qui sont porteurs d'opportunités importantes pour les entreprises. Et donc, ces technologies, elles se généralisent, elles sont partout, elles deviennent de plus en plus abordables. Le rythme d'ailleurs auquel elles évoluent s'accélère. Et un des faits majeurs de cette transformation digitale, c'est qu'auparavant l'informatique était plutôt cantonnée à l'optimisation du fonctionnement interne de l'entreprise pour augmenter la productivité des process internes. Et bien maintenant, le numérique va servir aussi à développer des nouveaux modèles d'affaires, des nouvelles interactions avec les clients et avec des partenaires de l'entreprise. Et donc, le numérique devient un élément stratégique pour l'entreprise et permet de faire des choses qu'on n'aurait pas du tout pu imaginer il y a quelques années. C'est en cela que c'est très disruptif et on ne sait pas très bien quel sera le futur demain. Quand on voit les succès d'un certain nombre de très jeunes entreprises, ça a beaucoup de potentiel et aussi beaucoup de menaces pour les entreprises. Alors cependant, donc, les technologies, c'est pas tout. Dans la transformation digitale, il ne s'agit pas juste d'utiliser des technologies, hein, il s'agit aussi de comprendre que nous avons un changement culturel qui s'opère et que nous avons des utilisateurs, des clients aussi, qui vont avoir des comportements qui sont complètement, radicalement différents de ce qu'on avait il y a quelques années, parce que justement, ces utilisateurs ont grandi avec la technologie. On a des jeunes notamment qui vivent avec la techno, avec les smartphones et les tablettes depuis toujours. Donc la technologie se retrouve partout et on devient de plus en plus habitué à avoir accès à cette technologie, à utiliser en permanence les réseaux sociaux. On passe plus de 2 heures par jour sur son smartphone et aussi à fonctionner dans un mode relationnel beaucoup moins hiérarchique et beaucoup plus communautaire en réseau. Et ça change complètement la relation qu'on va avoir au sein de l'entreprise entre les collaborateurs et également entre les clients et entre les utilisateurs de ces technologies. Donc ça aussi, ça va induire un certain nombre de changements, qui vont impacter les modifications d'organisation et de culture dans les entreprises. Il faudra le prendre en compte. Voilà, donc si on doit donner une définition de la transformation numérique, c'est le fait d'utiliser des technologies qu'il faut donc maîtriser pour construire de nouveaux produits et services et des nouveaux business models, des nouveaux modèles d'affaires, des opportunités de développer des nouveaux business, tout en intégrant l'impact humain et organisationnel que vont avoir ces technologies sur nos entreprises et sur la relation qu'on aura avec les clients. Hein, donc là, j'ai utilisé plusieurs fois dans mes slides le terme multitude. Hein, c'est issu d'un livre de Nicolas Collin qui s'appelle L'âge de la multitude, où il a très bien décrit le rôle accru qu'ont maintenant les utilisateurs sur les plateformes pour noter les services, pour eux-mêmes contribuer en créant du contenu. Et c'est quelque part le client qui est aussi co-créateur d'un certain nombre de services. C'est le cas sur TripAdvisor, sur Airbnb, sur Amazon, où finalement l'utilisateur a un rôle beaucoup plus important que par le
passer, il ne fait pas que consommer, il est aussi producteur d'informations, quelque part aussi des services. Et donc, on est dans cet âge où il va falloir collaborer avec la multitude qui a un rôle à jouer dans les produits et services des entreprises. Alors, c'est très disruptif, le mot est à la mode, ça casse un petit peu le fonctionnement historique des secteurs d'activité que nous connaissions. Il y a un très bon livre blanc de PPI qui explique que le numérique est déroutant, le terme numérique déroutant voulant dire que le numérique finalement déroute une partie de la valeur créée historiquement dans différents secteurs d'activité au profit de nouveaux acteurs. Donc, vous avez sur ce schéma, sur la gauche, une chaîne de valeur classique, on retrouve différents intermédiaires, des producteurs de produits et services, des distributeurs de ces produits et services, et puis le client final, le client en B2B ou en B2C. Ça fonctionnait comme ça de manière relativement stable depuis assez longtemps. Et le numérique vient casser la logique de cette chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'il vient rendre possible des choses qui n'étaient pas possibles auparavant, et voir l'introduction de nouveaux acteurs, qui souvent d'ailleurs rentrent dans cette chaîne de valeur par le bas, par l'aval, c'est-à-dire par relation avec le client final, en venant quelque part couper la relation entre les acteurs historiques et le client final, et venant quelque part dérouter une partie de la valeur créée par la chaîne de valeur. Donc par exemple, vous allez avoir une plateforme comme Booking.com qui va devenir le lien privilégié entre la personne qui veut réserver une chambre d'hôtel ou un séjour quelconque et les producteurs qui fournissent ces prestations hôtelières, parce que grâce à la plateforme, le client il a une vision complète de toute l'offre du marché, c'est beaucoup plus facile pour lui de réserver. Et du coup, le lien entre le producteur et le client final est dérouté par ce nouvel entrant qui va capter une partie croissante d'ailleurs de la valeur de la chaîne. Un autre exemple, c'est sur la consommation de musique. On va de plus en plus passer sur le téléchargement de musique en ligne plutôt que de l'acheter dans des magasins physiques. On a comme ça aussi détourné une partie de la valeur et un certain nombre d'acteurs de distribution disparaissent, sont remplacés par des plateformes numériques. Et l'économie globale de cette chaîne est totalement transformée. Une partie de la valeur est captée par ces plateformes, et une partie aussi, et d'ailleurs restituée aux clients, parce que globalement les prix sont fortement à la baisse. L'industrie de la musique a divisé son chiffre d'affaires en une dizaine d'années par deux. Donc des menaces, mais aussi des opportunités numériques. Donc les entreprises historiques doivent réagir. C'est ce qu'a très bien expliqué donc, le rapport Lemoine commandé par le gouvernement français en 2014, fin 2014, pour expliquer qu'on n'était pas sur un phénomène de mode passager, on est sur quelque chose qui est un tsunami, qui est majeur, qui touche tous les secteurs d'activité, ça c'est très important, qui change la façon de faire des affaires et qui est une attente des clients finaux. Parce que cette transformation numérique, elle vient des utilisateurs, des personnes qui sont devenus, je dirais, accro à tous les services des géants du numérique, Google, Facebook et autres, et qui attendent ça maintenant de toutes les entreprises, qui doivent quelque part se mettre à la page. Et le rapport Lemoine explique très bien la dynamique de transformation de tous ces secteurs d'activité par le numérique. Donc, vous aurez les slides pour regarder si vous souhaitez en détail, mais si vous voulez, le rapport Lemoine, pour moi, reste un des documents qu'il faut lire si on s'intéresse à ce sujet-là. Il explique très bien notamment ce que je viens de préciser sur le numérique déroutant et la façon dont il va casser les chaînes de valeur existantes en chantant un certain nombre d'acteurs historiques des chaînes de valeur, qu'on appelle l'effet de désintermédiation et donc de transformation des business models historiques qu'il faut réinventer en tirant profit de la technologie. Voilà. Alors McKinsey a un rapport aussi qui est très intéressant en 2014 qui montre tout le potentiel du numérique. Vous voyez des chiffres qui montrent qu'on est sur des montants colossaux de chiffre d'affaires générés grâce au numérique. Également une croissance très forte du numérique, de l'usage qu'on a dans notre société du numérique. Donc c'est vraiment une vague qui peut porter de la croissance pour les entreprises qui sauront véritablement s'en saisir, et qui crée aussi de la valeur pour le client final. Le client final, il fait des économies en achetant en ligne, en accédant à un certain nombre de services,
numérique qu'il n'avait pas auparavant. Un point très important de ce rapport, c'est ces deux chiffres, hein, plus 40, moins 20, qui montrent que l'entreprise qui se saisira du numérique augmentera son bénéfice, alors que celle qui ne fera rien perdra des parts de marché, et donc il y a urgence à se saisir de cette opportunité fantastique que représente le numérique. Bon, pour enfoncer le clou et montrer que cette transformation elle change le paysage de l'économie mondiale, hein, c'est assez simple de regarder le classement des marques mondiales ayant la plus grosse capitalisation boursière et de s'apercevoir que maintenant, les gens qui tirent la croissance économique, ce sont des acteurs du numérique. Vous les voyez dans ce deux prismes, 6 sur 10. Et dans le petit schéma du bas, c'est les plus fortes croissances. Et vous voyez que là aussi, les numériques sont parmi ceux qui ont les plus fortes croissances. Cyber technologique dans les 10 premiers. Et les trois plus grosses croissances sont des technologies. Alors, ça montre que, notamment aux États-Unis, ça bouge beaucoup, hein, puisque ça y a un renouvellement complet du top 50 des entreprises mondiales, mais que ça peut aller très vite dans un sens comme dans l'autre, puisqu'on a des valeurs technologiques qui disparaissent du classement en quelques années ici. Donc c'est un monde particulièrement incertain. Voilà, donc ça change complètement. On voit bien que des industries historiques sont complètement bouleversées et qu'un certain nombre d'acteurs disparaissent de ce classement. Hein. General Motors reviendra probablement à condition de faire sa mue technologique aussi. Je vais expliquer. Voilà. Un journaliste américain de The Economist a fait un travail, je dirais, de prospective en essayant d'imaginer ce que pourraient être les leaders de l'économie mondiale demain. Montrant que les frontières entre les secteurs d'activité peuvent s'estomper, qu'il y a des rapprochements, que des grands acteurs du numérique vont investir des secteurs d'activité historiques qui n'étaient pas présents, et donc le monde de l'industrie, mais également le monde des services vont être totalement bouleversés, donc on pourrait voir apparaître des nouveaux acteurs et également une consolidation d'acteurs existants dans les Alors face à ça, si vous voulez, moi mon sujet il est sur les SI digitales, donc c'est comment les entreprises, et en particulier les directions des systèmes d'information, vont être capables de mettre en œuvre cette transformation digitale. Il y a un travail de définition de la stratégie, mais après il y a un travail de mise en œuvre de solutions concrètes. Hein, donc il y a un vrai sujet aussi pour les systèmes d'information des entreprises. Et le sujet, c'est que voilà, on a plein de technologies émergentes. Vous voyez tous ces devices qu'on voit sur la droite, smartphones, tablettes, objets connectés, etc., qui vont nous permettre d'interagir, de nous ouvrir à l'extérieur vers les clients et les partenaires. Et c'est un vrai enjeu pour les SI d'être capable de faire évoluer leur système d'information, qui est plutôt fermé et centré sur l'interne, pour tirer le profit du cloud, de l'analytique, de tous ces nouveaux devices et proposer des nouveaux produits et services à nos clients et partenaires. Alors, vous avez ici une vision qui est largement promue par le Gartner sur ces sujets de l'informatique modale. On explique que finalement, il y a une informatique historique qui est plutôt dans le back-office, qui est le cœur du système d'information, qui existe depuis assez longtemps, qui est hérité et qui doit continuer de fonctionner, sur lesquels on doit s'engager à garantir la pérennité et la qualité de service de ces applications, qui sont là pour durer, c'est la partie base du schéma, qui sont souvent d'ailleurs soumises à des contraintes réglementaires qui ne peuvent pas tout à fait faire n'importe quoi sur ces applicatifs-là. Et puis de plus en plus, comme on vient de le voir sur le slide précédent, on s'ouvre à l'extérieur. On veut développer des nouvelles applications, des sites web, des applications mobiles, sur smartphone, ou tablette, et le faire à un rythme beaucoup plus rapide, puisqu'il faut être innovant et en même temps agile, être capable d'avoir un flux, je dirais, de nouveaux développements pour rester compétitif. Et c'est une logique qui est assez différente. Vous voyez qu'en bas, on est plutôt sur l'industrialisation et assurer la pérennité des actifs du SI, alors qu'en haut, on est plutôt sur innovant, volatile, agile, et que ce sont des logiques qui
peuvent apparaître opposés, mais qu'il va être important d'être capable de faire fonctionner le système d'information avec ces deux modes et d'intégrer les deux ensemble de manière harmonieuse et cohérente, ce qui n'est pas forcément chose simple. Alors si on regarde aujourd'hui ce qui peut être à l'agenda une direction des systèmes d'information, si on veut vraiment tirer le profil digital, voilà un certain nombre de thèmes que nous devons traiter. Alors, l'ouverture à l'extérieur, ce que j'ai appelé ici créer une plateforme digitale intégrée, présente sur le web, est présent sur les réseaux sociaux, est capable d'interagir avec ses clients, capter un certain nombre d'informations, et le tout dans une plateforme cohérente et intégrée. Le deuxième sujet, c'est le sujet de digital pour mes collaborateurs. C'est-à-dire, si je veux être une entreprise digitale, je dois être aussi capable d'expliquer à l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise comment travailler de manière collaborative, comment travailler à distance avec des outils modernes, utiliser tous les devices dont on a parlé, smartphone, tablette, etc. Mettre en place des espaces de travail collaboratifs, savoir utiliser aussi le cloud. Donc c'est deux nouveaux espaces de travail modernes qui sont à disposition des collaborateurs de l'entreprise, parce que si on veut accompagner la transformation digitale, il faut aussi que les habitudes internes dans l'entreprise changent, qu'on utilise au maximum cette technologie aussi pour le fonctionnement interne de l'entreprise. L'importance du cloud, alors je sais que beaucoup d'entreprises y vont de manière un petit peu réticente, mais on sait que dans 5 ans, toute architecture sera hybride avec des choses dans le cloud public, des choses qui resteront en premise, et donc la nécessité d'avoir les bons architectes pour concevoir cette architecture hybride publique et multi-cloud probablement. Un sujet de fond qui est la gestion d'API, incapacité à ouvrir son système d'information vers l'extérieur et donc à l'APIiser, comme on dit, à créer des API, des services qu'on va pouvoir exposer à nos applications mobiles, voire à des partenaires, si je suis dans une logique de plateforme. Autre sujet très conséquent, c'est mettre en œuvre l'analytique en temps réel, c'est-à-dire faire évoluer notre approche de business intelligence, de décisionnel, pour complètement tirer le profit du big data et des technologies de data science, finalement, qui ont émergé depuis quelques années. Et ça, pour les professionnels de la business intelligence, c'est un cap à passer qui est assez conséquent. Et puis, surtout, améliorer nos applications, pas des applications avec une expérience utilisateur de meilleure qualité, des applications centrées utilisateurs, parce que ces benchmarks du marché, les applications que nos utilisateurs utilisent par ailleurs, sont excellentes en termes de rendu, et donc il doit en être de même pour les applications de l'entreprise, qu'elles soient pour les collaborateurs de l'entreprise ou qu'elles soient pour ses clients. Et puis le défi des objets connectés, qui peuvent à la fois être utilisés pour développer des nouveaux produits pour les clients ou être utilisés en interne pour améliorer les processus de production, de distribution de l'entreprise. Voilà, donc beaucoup de sujets qui étaient plutôt orientés sur l'architecture du système d'information, mais également nos pratiques internes, nos pratiques de management de projet et de gouvernance doivent être adaptées. On s'aperçoit que si on regarde de près comment fonctionnent les géants du numérique et les startups qui les ont suivis, les approches pour conduire des projets, pour développer des nouvelles solutions sont assez radicalement différentes de ce qu'on a pu faire depuis 30 ans dans les directions des systèmes d'information. Donc il faut introduire beaucoup d'agilité, introduire des nouvelles façons de faire collaborer les différentes parties prenantes, que ce soit les métiers, les développeurs et les gens qui gèrent la production informatique, avec des approches comme DevOps, et que c'est un changement culturel pour les DSI qui est assez important, qui est nécessaire de prendre en compte aujourd'hui. Au final, concernant les métiers de l'IT, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'évolutions. J'ai cité ici sur la gauche des dénominations assez classiques de métiers en informatique. Et j'ai cité sur la droite des termes qu'on voit émerger aujourd'hui. On sent qu'il y a une migration qui s'opère entre ces métiers classiques et la nouvelle version finalement de ce métier.
il y a vraiment quelque part une transformation qui doit s'opérer. Et notre message est de dire ici que tout professionnel DSI qui se respecte doit faire la veille technologique et se mettre à niveau par rapport à ça. Et c'est, on va voir l'objectif de la formation qu'on va ensuite regarder et de permettre justement de prendre en compte ces nouvelles technologies, de se mettre à niveau et d'être capable d'évoluer vers les métiers qui sont cités ici. Alors, on a conçu ce certificat architecte digital comme étant, si vous voulez, une formation un peu chapeau qui va toucher à tous les sujets qu'on vient de voir et qui va faire un tour d'horizon à 360 de tous les sujets importants pour vous permettre, quelque part, de vous mettre à niveau. Ensuite, potentiellement, il faudra faire des approfondissements sur tel ou tel sujet. Il faut qu'on a d'autres certificats spécialisés, soit sur le cloud, soit sur Big Data, soit sur la cybersécurité, etc., qui nous permettent de former des spécialistes de ces sujets. Le CHT digital, son but, c'est de nous permettre d'avoir une vision complète de toutes ces technologies émergentes, de comprendre les fondamentaux de ces nouvelles technologies. Ça, c'est l'aspect techno, on va dire, et puis un aspect aussi plus pratique de gestion de projet. Savoir piloter un projet digital, c'est comprendre ce que c'est que le design, ce que c'est que l'agile, ce que c'est que DevOps. Voilà, des pratiques qui sont courantes dans les startups digitales et qui rentrent progressivement dans les entreprises. Donc, la formation est une formation modulaire, composée, vous voyez, de 8 modules. La durée, c'est 20 jours, mais étalée sur 7 ou 8 mois, ce qui permet de continuer à travailler en parallèle. On fait des sessions de cours de 2-3 jours chaque fois. Le module 1, c'est un module de présentation qui représente les enjeux de la transformation digitale et qui aborde sous un angle stratégique pour bien poser le problème. Les modules 2 à 7 sont des modules techniques où justement on va faire ce scan à 360 des différentes technologies qu'il faut maîtriser. On va parler des architectures web et mobiles pour commencer. On va parler des médias sociaux, du cloud, du big data, ce que c'est qu'un objet connecté, puis un module un peu plus transverse sur la cybersécurité, qui est un sujet complètement essentiel quand on fait du digital. Tous ces sujets, si vous voulez, sont traités en 2 jours avec un objectif, c'est de faire un état de l'art complet du sujet avec un expert de la thématique qui globalement va vous expliquer les fondamentaux du sujet, faire un état de l'art des principaux acteurs du marché et puis donner des clés sur les bonnes pratiques à adopter et voilà, les facteurs clés de succès sur chacun de ces sujets. Le module 8, lui, est orienté sur le management de projet, en identifiant bien ce qui est spécifique dans un projet digital, l'incertitude, la vitesse, qui fait qu'on va plutôt adopter effectivement les méthodes des startups digitales, design thinking, de lean startup, agile, DevOps, ces sujets-là, et ce qui peut amener ensuite à reconfigurer sa façon de faire des projets. Voilà, tout au long de la formation, vous allez pouvoir travailler avec notre plateforme pédagogique, on parlait déjà tout à l'heure, avec les supports en ligne et la possibilité d'interagir avec les enseignants et le groupe sur la plateforme pédagogique. C'est un certificat, donc il y a une validation pour valider, vous serez régulièrement soumis à des tests. Chaque module fait l'objet d'un QCL, et puis on vous demande de faire un travail personnel de rédaction d'un mémoire qui est présenté devant un jury, une soutenance, qui vous permet de réfléchir à une problématique qui a trait à la transformation digitale et à la présenter devant ce jury. Comme je vous disais, on fait 2 sessions par an et qui s'étalent sur plusieurs mois, en gros 2 jours de cours qui fait 3 ou 4 semaines. Donc c'est tout à fait compatible avec une activité professionnelle, même si c'est relativement exigeant et qu'il faut faire un investissement pour vraiment tirer profit de la formation. La formation est associée à un titre à l'ANCP, donc elle ne délivre pas directement ce titre, mais elle vous donne une partie du titre. Vous pouvez éventuellement faire une VAE pour compléter et obtenir le titre qui est enregistré, qui est 2020 pour l'ANCP. Et elle est enregistrée, donc elle est éligible au CPF. Ces points-là sont
des points importants, notamment pour le financement de la formation, hein, qui peut être s'appuyer sur un autre cas, qui demandera à ce moment-là effectivement le CPF ou l'enregistrement RNCP. Alors justement, Alain Claude demande si le CPF couvre totalement ou partiellement ce certificat. Alors là, effectivement, pour les questions de financement de formation, c'est vraiment au cas par cas. Il y a beaucoup de process, enfin pas de process, mais de dispositifs qui sont disponibles, que ce soit la formation sur le plan de formation de votre employeur, peuvent être pris aussi en charge effectivement par l'OPCA et puis aussi dans le cadre du CPF. Donc là, c'est au cas par cas. Ça dépend, monsieur Alain Claude, combien vous avez d'heures sur votre CPF, par quel OPCA vous êtes finançable. Voilà. Après, les OPCA peuvent aussi ça dépend du montant. C'est très, malheureusement, je n'ai pas de réponse précise là-dessus parce que c'est vraiment au cas par cas, ça dépend de beaucoup de paramètres qui sont en question. Par contre, effectivement, voilà, à la fin de la présentation, demain ou d'ici la fin de la semaine, Yalina Kelifi reprendra contact avec vous et voilà, après, elle sera en mesure de vous accompagner individuellement sur vos démarches de formation. Justement, Alain Claude, vous posiez la question de la présentation. On peut vous l'envoyer, effectivement, il n'y a aucun problème. Elle n'est pas mise en téléchargement libre, mais sur simple demande, on vous la renverra. Alors, on a une question de M. Elenga Itois. Alors, quelqu'un qui fait la formation, donc une personne qui fait la formation architecte digital, est-ce qu'elle peut prendre ensuite comme sujet de fin d'études le digital ou il faut prendre directement? Alors, j'ai l'impression qu'il met en master spécialisé architecte des systèmes d'information, option architecte entreprise. Donc, on est sur des sujets qui sont complémentaires. Hein. Donc on va parler d'ailleurs dans ce master spécialisé aussi beaucoup du digital. Il y aura des éléments d'information sur le cloud, sur le data, sur différentes thématiques. Donc c'est abordé aussi. Une des différences majeures, si vous voulez, entre les deux formations, c'est que celle-ci est une formation en 20 jours, donc quand même relativement compacte, qui est très focalisée sur la donne de compétences par rapport au digital, alors que le master spécialisé, lui, forme quelqu'un qui a vocation à devenir, on va valider qu'il est architecte, et en particulier intègre aussi le digital. Oui, tout à fait, vous pouvez prendre le digital comme sujet, après il faudrait préciser un petit peu le sujet pour valider qu'il est éligible, hein, mais on a des objectifs différents. Le master spécialisé, c'est quand même 60 jours de formation, donc on est sur un autre objectif, hein, on a un diplôme d'établissement à la fin, donc c'est pas tout à fait le même but. Ce qui est sûr, c'est que si vous voulez faire le master spécialisé, on parlera aussi du digital, peut-être de façon un petit peu moins ciblée, mais ça transparaît complètement, puisque nous étant middle, on est forcément obligé de parler du digital, et ça peut être évidemment votre sujet de mémoire de fin d'études. On a une demande de présentation par mail, donc pas de problème. Oui, on va vous envoyer ça, tout à fait. Là, je vous mets les coordonnées de Yamina Kelifi, qui vous suivra tout au long de votre parcours, enfin, qui vous accompagnera dans l'élaboration, dans la concrétisation de votre projet de formation. Et puis peut-être quelques mots, Pierre Frédéric, sur les intervenants sur la formation. Oui, alors, ce qu'on peut dire, c'est que les intervenants, c'est principalement des professionnels qui sont des spécialistes de différents sujets. Donc, sur le data, vous avez quelqu'un qui fait du data tous les jours, une chose sur le cloud, sur les différentes thématiques. Sur piloter un projet digital, vous avez des spécialistes de l'agile, de DevOps, de startup, de design. Donc, sur un sujet comme celui-là, on va associer des compétences de l'école avec des compétences de professionnels qui ont l'habitude d'intervenir avec nous, et qui vraiment, sur une durée relativement courte, parce qu'encore une fois, le programme est assez compact, sont capables de donner vraiment l'essentiel et
niveau en opération. Alors, il y a une question sur, voilà, après la formation, le candidat est censé avoir quoi comme compétence? L'idée, c'est que le public type de cette formation, ce sont des gens qui font du projet IT, hein, que ce soit des maîtrises d'ouvrage, des informaticiens, plutôt maîtrises d'œuvre, donc qui ont déjà un certain nombre de prérequis, de compétences minimales en architecture, au management des systèmes d'information. Et là, notre idée, c'est de les monter à un niveau à jour, je dirais complètement, des dernières technos digitales. Après, ce que je vous disais tout à l'heure, si vous voulez devenir un data scientist, un spécialiste des big data, ce n'est pas les 2 jours que vous aurez eu sur le digital qui vont vous permettre d'atteindre ce niveau-là. Il faudra faire un approfondissement avec une formation big data comme l'exécutif certificat big data que nous proposons. Donc ça donne une compétence générale sur tous les sujets. Ça vous permet d'être un acteur efficace sur la transformation digitale de vos entreprises. Vous accompagnez vos clients si vous êtes consultant. Ensuite, si vous visez un domaine d'expertise particulier, il faudra compléter la formation avec un module complémentaire. On est bien assez large pour ça. Alors ensuite, alors quels sont les débouchés en entreprise? Alors, si vous voulez, les métiers sur lesquels vous pouvez déboucher. Alors, si vous voulez, la question, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne forme pas très peu de débutants sur cette formation-là. On est sur la formation exécutive, donc les gens qui viennent, qui sont déjà en poste. Et donc, c'est une opportunité pour eux de changer éventuellement de job. Et généralement, ils sont déjà dans une filière, par exemple, déjà soit expert business intelligence, soit déjà chef de projet ou architecte, qui viennent compléter leurs compétences avec cette formation. Éventuellement, ils vont changer de titre, ils sont déjà en activité. Donc, la question sur le taux, par exemple, employé à la fin de la formation, on a 100% des gens qui sont employés avant, et toujours 100% après. Simplement, ça peut changer le job, ça peut leur changer leur perspective, ça peut leur permettre d'atteindre des postes qu'ils n'avaient pas auparavant, parce qu'ils ont quand même un certificat en train de d'ailleurs ça compte. Et donc au final, c'est un vrai bonus. C'est surtout aussi une ouverture d'esprit, une capacité à prendre le virage, à être au courant de ce qui arrive et derrière de saisir toutes les opportunités qui se présentent dans les entreprises. Fourchette de salaire pour un architecte digital, c'est une question extrêmement difficile. Si vous êtes dans une start-up ou si vous êtes dans un grand compte, ça va vraiment dépendre de ce que vous faites. Il faut savoir, c'est que c'est un métier d'avenir et donc une très forte employabilité. Voilà, donc l'architecte digital, il est dans la fourchette des architectes. Un architecte expérimenté, c'est entre 60 et 80 000 cas par an, donc vous serez dans cette fourchette-là, mais si derrière, avec votre expertise d'architecte digital, vous devez citer une start-up, ça peut aller beaucoup plus loin. Donc la question est vraiment difficile, il n'y a pas de règle. Est-ce qu'il y a d'autres questions de la salle éventuellement? Sinon, on va clore le webinaire. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci Pierre-Frédéric pour ton intervention. Et puis donc on vous envoie dans l'après-midi le replay. Si vous souhaitez le revoir, il y aura pas de, vous pourrez reconsommer le webinaire. Et puis donc Yamina Kelifi reprendra contact avec vous pour vos éventuels projets de formation. Merci à tous et puis bon appétit. Au revoir. Au revoir.